va l'amener tout de suite. National, universel, individuel, ou nihiliste, négation de toute forme d'identité. Ça correspond à un schéma très très fécond dans la Torah qu'on peut utiliser. On l'a utilisé pour l'antisémitisme, on peut l'utiliser pour plein de choses. Au premier verset de la Bible, où la terre haïta tohu bohu chosher al pnei hateom, c'est que ce verset est la prophétie de tout ce qui va se passer dans l'histoire de l'humanité. Tout est signifié. Va'aretz, c'est la couronne, c'est l'Égypte. Haïta tohu, étonnement, c'est Babel. Bohu, confusion, c'est la Perse. Rocher, c'est paradoxalement la Grèce. Rocher, ça veut dire ténèbres, les ténèbres grecques. Nous, on voit plutôt la grecque comme les grandes lumières scientifiques et philosophiques. Ténèbres. Théom, l'abîme sans fond. Édom, Rome, l'Occident, jusqu'à aujourd'hui. On n'en voit pas la fin. On n'en voit pas la fin. Il se présente comme éternel. Ve'roach Elokim, et le souffle de Dieu, Merachefet al pnei hamayim, plane sur les eaux, c'est l'esprit messianique, qui plane sur les eaux, qui sont les larmes du peuple d'Israël qui attend le Messie. Bon, c'est connu le Midrash. Ces quatre catégories, bientôt, se retrouvent partout, dans toute civilisation. Mais une civilisation, à un moment donné, donne un côté prédominant majeur à une de ces quatre catégories. Donc nous avons par exemple Babel, c'est le nationalisme. Babel, c'est dans le rêve de Daniel, on retrouve par exemple cette même format avec la prophétie de Daniel dans son rêve, et même d'un non-juif, de Nabuchodonosor, qui a un rêve avec une statue, avec une tête d'or c'est Babel, les deux bras, c'est la Grèce qui jongle avec les concepts, le ventre digestif, c'est la Perse, et les deux mains, les deux jambes sont Ésaü, l'Occident, et Ishmaël apparaît à ce moment-là, l'islam, qui marche pour aller vers le Messie. Dans le rêve de Daniel, il voit quatre bêtes. Une bête première, qui est un aigle avec une tête de lion très haute, la gloire babylonienne. Un ours se rassasiant de chair, c'est la Perse. Une panthère avec quatre ailes prodigieusement vigoureuses, insolentes, c'est la Grèce, noire, une panthère noire. Et une bête encore plus forte que les trois premières, qui dévore les trois premières, parce qu'elle mange tout, elle mange, elle recycle tout. C'est l'Occident, c'est Édom, c'est Rome, qui se nourrit de toutes les mythologies, de toute l'histoire, pour créer une nouvelle identité avec des dents de fer, dont le principe est l'arme guerrière et le commerce universel. On a cette vision de toute l'histoire de l'humanité qui a été prophétisée bien avant l'histoire de l'humanité. Et dans ces quatre positions, on a les quatre figures de l'identité. On a Babel, qui est l'identité de la nation. Ça veut dire l'éloge absolu d'une gloire patriotique, d'une gloire nationaliste. La tête d'or, ça veut dire je suis l'incarnation de l'absolu comme patrie. Quelque chose qui est un peu passé de mode, mais ça existe encore, la notion du patriotisme. La Perse, le ventre, l'ours qui sera saisi de chair. On est dans l'univers de l'identité individualiste. Ça veut dire le plaisir, le désir, il n'y a pas de sens universel, ça ne m'intéresse pas, je veux, en tant qu'individu, m'éclater. Aujourd'hui, il y a un mot pour dire l'empire clair, je m'éclate. Je m'éclate. Quoi, tu t'éclates? Ça ne veut rien dire. Je n'ai rien fait que ça ne veut rien dire. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas que ça veuille dire quelque chose. Ce qui m'intéresse, c'est que ça soit jouissif. On a l'universel grec, qui est la pensée, qui est la culture. C'est une mode de... Et on voit que c'est très très fort aujourd'hui, ça encore. Une façon, une identité qui passe par la culture, qui passe par la pensée. Et on a une anti-identité, c'est-à-dire quelque chose qui tend vers le néant, anéantissant toute référence, pour arriver au néant, ouvrant à toutes les possibilités. Or, de façon très extraordinaire, les notions d'identité, donc ces catégories de la Torah, elles peuvent être lues verticalement, mais aussi horizontalement. Elles agissent dans l'histoire depuis le début de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, mais elles agissent aujourd'hui aussi de façon horizontale.
Elles existent aujourd'hui. Par exemple, si on revient à nos moutons des nations, de la crise de la nationalité, de l'identité nationale, on a, il faut bien savoir cela, et Michelet, un grand historien, le disait très très bien, il disait l'Allemagne est une race, l'Angleterre est un empire, la France est une personne. Ça, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il avait très très bien analysé la chose, c'est qu'il y a plusieurs formes d'identité nationale qu'il ne faut pas confondre. Aujourd'hui, je réinterpréterai la phrase de Michelet en disant, voilà, aujourd'hui vous avez 4 formes de nationalité. Vous avez la nationalité, par exemple, allemande, mais très 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 problématique à cause de la Shoah. Mais vous savez que les Allemands qui ont formé leur conscience plus tardivement dans l'histoire, à l'époque plutôt de l'invasion napoléonienne, de Napoléon, est une notion de nationalité qui est basée sur la race, comme le disait Michelet. L'Allemagne est une race. La race, le sang, le droit du sang, le droit du sol, le fait qu'on est allemand et que personne, un étranger qui vient en Allemagne ne pourra jamais être allemand. Un juif n'est pas un allemand, etc. Ça veut dire quelque chose d'essentiel, presque de génétique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Allemagne a un très gros problème, on verra. Puisque la Shoah l'empêche de vivre sans culpabilité sa façon naturelle de vivre la nationalité. Mais ils ont historiquement bâti cette notion d'identité nationale à partir des conquêtes napoléoniennes où ils se sont trouvés, les pauvres peuples allemands, envahis, exploités, dépouillés, au nom des grands principes universels de l'égalité, des droits de l'homme, enfin plutôt de l'égalité, de l'abattage de la noblesse, etc. Et donc ils ont compris quelque chose qui n'allait pas. On utilisait l'universel, on utilisait les grandes idées de liberté et fraternité pour, en vérité, instrumentaliser ces notions pour mieux dominer, exploiter le pays. Donc ils ont fait un retour, un recentrage identitaire vers l'essence, presque du sang, de la race, de ce qu'ils étaient. Vous avez l'identité américaine, qui est une identité qui, elle, n'a pas les problèmes qu'il y a en Europe parce qu'ils acceptent le communautarisme. Ils s'en fichent complètement. Des Italiens, des Juifs, des Noirs, des Indiens. Chacun peut vivre comme il veut, on s'en fiche, c'est très bien. Le point commun de nous tous, c'est le dollar. Le dollar, c'est le business, le drapeau quand même, et la sécurité militaire. Mais si ces 3 principes sont respectés, communautariste, formidable, on amortit les différences culturelles, religieuses, chacun vit dans son ghetto, il n'y a aucun problème, la vie est belle. On se retrouve, c'est vrai que New York, c'est fascinant pour ça, vous voyez des chassidim avec des papillotes, des Noirs, des Hispaniques, des Italiens qui font dans le business, ils ont les mêmes codes, mais dès que c'est Shabbat ou dès que c'est leur fête, chacun chez soi, plus aucun rapport. Ça marche très bien. C'est très très loin de l'esprit français. Et on a la France qui est... Alors qu'on aurait, si on prend le schéma, l'Allemagne, c'est véritablement le fond de l'identité allemande, c'est Babel, c'est la gloire de la nation, et d'ailleurs, il y a eu, on n'a pas le temps trop d'en parler, mais tous les philosophes du XIXe siècle allemand, de Hegel jusqu'à Fichte, n'ont fait que dire une chose, disant que l'Allemagne incarnait l'aboutissement de l'humanité, etc., etc. Que l'État allemand, pas que l'Allemagne, l'État allemand était l'aboutissement de l'histoire, que l'Allemagne était l'aboutissement de l'histoire. Nous sommes la tête. Nous sommes vraiment la tête d'or, nous sommes vraiment l'aigle à la tête de lion qui dominant intellectuel, et c'est vrai qu'ils ont produit la nation qui a commis la pire atrocité de tous les temps, la Shoah, en assassinant sauvagement 2 millions d'enfants, de vieillards. La même civilisation a créé Beethoven, Mozart, Hegel, Kant. Incroyable. Et la France, c'est culturel. C'est pour ça que Le Pen, vous avez eu peur pour l'extrême droite, d'après moi, il fait une grave erreur, c'est qu'il... et elle, sa fille, on va parler de politique ici, on parle de Torah, mais c'est très intéressant de voir à partir de la Torah. Le discours de Le Pen n'est jamais vraiment passé parce que c'est un discours allemand. Et Sarkozy a perdu les primaires parce que c'est un discours allemand. Quand on dit nos ancêtres sont les Gaulois, et que même un arabe doit être un Gaulois, ça ne passe pas en France. Parce que l'identité française n'est pas gauloise, elle est culturelle. Pire que ça, c'est que pendant la Révolution, les révolutionnaires traitaient les nobles de francs, ils disaient ce sont des Français. Nous, on est Gaulois au sens où on est des mélanges. Cette élection, cette élitisme, cette pureté de la race, c'est pas français. Comme un corps étranger. Même les couches populaires ont une idée de la France, qui était la France, une France d'un pays de la culture, un pays de la pensée.
un pays de l'élection intellectuelle. Pas un pays de la race. Ça, c'est les Allemands. Et vous savez, je vais vous étonner, dans le nihilisme, aujourd'hui, ceux qui exploitent l'identité nihiliste, donc on a la France, culturelle, on a l'Allemagne, raciale, qui est très en difficulté aujourd'hui d'assumer son identité à cause de la Shoah. On a, et donc, le premier, l'Allemagne, c'est l'aigle, c'est Babel, c'est tout. La Perse, c'est l'Amérique, l'individualisme, le communautarisme, chacun chez soi et Dieu pour tous. La France, c'est la Grèce, l'intellectualisme grec, la culture. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui représenterait le nihilisme, d'après vous? L'identité nihiliste qui nie le monde. La Suisse. Daesh. Il y en a deux, et je vais vous étonner. C'est la Russie et le djihadisme. Les deux ont une pensée, il faut une stratégie nihiliste, au sens, pas du tout la même. Le djihadisme, c'est la négation du monde au nom d'une utopie spirituelle, qui est du feu, enfin, qui est une aberration spirituelle, pour tous ceux qui connaissent vraiment la spiritualité. Mais en tout cas, ça marche comme ça chez eux. Prêt à la mort, prêt à tuer, prêt à tous les meurtres, prêt à tous les crimes, ça n'existe pas tout ça, au nom d'un idéal, qui n'est même plus un idéal, au nom d'un fantasme métaphysico-spirituel malade, nihilisme. Mais la Russie, quand vous regardez la politique aujourd'hui de la Russie, et ce sont malheureusement des politiques qui marchent, et on va voir pourquoi. Il n'y a qu'une affirmation d'une puissance, il n'y a plus de valeur. La Russie n'a qu'une seule politique aujourd'hui, c'est d'affirmer sa puissance. Elle n'a pas de valeur, elle n'affirme rien. Elle est dans une négation de la valeur au nom d'un retour de la dignité de la grande puissance de l'Empire russe. C'est la notion, ils incarnent l'identité nihiliste. Et on va voir qu'il y a des failles dans chaque système. Là, le système américain, sa fin, on a dit, le problème de l'Allemagne, ça va être le blocage. Aujourd'hui, comment est-ce qu'il détourne ce blocage de la Shoah? Il ne peut plus revendiquer une identité de sang, de race. Ça ne passe plus, ça, après la Shoah, ça ne peut plus être possible. Mais il faut bien comprendre que le nazisme n'a été possible que grâce à cette identité de la race. Le nazisme, c'est l'apogée de cette pensée de la race. La colonne vertébrale du fascisme, c'est le nationalisme. La colonne vertébrale du nazisme, c'est le racisme. La race élue, la race aryenne contre la race sémite juive qu'il faut anéantir, la race slave qu'il faut asservir, etc., etc. Mais ça ne passe plus. Alors comment est-ce qu'ils se rattrapent? Ils se rattrapent par l'excellence économique. Alors, l'excellence économique donne une fierté nationaliste aux Allemands qui peut être dite, qui peut être une sorte de discours sublimatoire de l'excellence de l'élection allemande. Tant qu'il y aura une réussite économique, ça pourra, cette tension, ce verrou, cette interdiction de s'affirmer comme race, marchera comme une sorte de substitut. Les États-Unis, l'USA, enfin en réalité c'est pas que l'anglo-saxon, créent des identités folkloriques. Parce que à un moment donné, le communautarisme, c'est presque folklore. Il n'y a pas, puisque cette élection d'identité n'est pas, est neutre, c'est le dollar, le business. Donc c'est du folklore presque. Il y a une sorte de vacuité spirituelle, intellectuelle terrible. On ne peut plus réfléchir. Et le besoin de réfléchir dans cet empire anglo-saxon est remplacé par une extraordinaire production de mythes qui passe par la production de films, de médias, qui remplit le besoin chez l'homme d'une féerie, le besoin chez l'homme d'une transcendance, le besoin de rêve, si on pourrait le traduire comme ça. Eh bien, Walt Disney, encore des juifs, Hollywood va remplir ce vide, mais de façon puérile, enfantine, qui va faire qu'il y a une vacuité spirituelle intellectuelle terrible, qui à un moment donné va poser problème à toute la civilisation anglo-saxonne. Et alors, en France, on arrive aujourd'hui à une contradiction terrible sur les questions d'identité. Parce que la France, vous savez que vous n'allez pas avoir en France, d'après la loi française, de faire des sondages qui sont basés sur l'ethnie. Comment les juifs pensent, comment les musulmans pensent, comment les arabes pensent, vous n'avez pas le droit, vous faites ça, vous allez en prison. Parce que l'ethnie n'existe pas. Parce que fraternité, égalité, depuis la Révolution française, il n'y a plus d'essence. Le monde se crée à partir
des idées abstraites. Il n'y a pas de race. Il y a des hommes, il y a l'homme universel, l'homme, la fraternité humaine. Et donc on arrive aujourd'hui, on ne peut pas dire, quand vous avez une invasion massive des migrants musulmans, alors c'est l'histoire, vous avez toujours fait l'apologie, la défense, l'éloge de l'histoire qui construit l'identité. Et bien aujourd'hui, la France va devenir musulmane, pourquoi pas? Voilà que ça se fait. Pourquoi est-ce que vous avez une résistance par rapport à la métamorphose de votre identité, puisque toute la notion de votre identité en France est culturelle, ça veut dire qu'elle est aléatoire à l'histoire. Donc pourquoi est-ce qu'il y aurait une résistance? D'où elle vient? Quelle est la légitimité d'une résistance? On peut affirmer une résistance de son identité si l'identité est raciale. Mais si elle n'est pas raciale, elle est aléatoire, elle est liée à l'histoire, elle est liée à la culture. Et pas peut-être qu'on peut tous devenir japonais. Si les Japonais nous envahissent, on sera tous islamiques. Pourquoi pas? Et donc il y a une contradiction terrible, et cette contradiction se manifeste aujourd'hui à deux niveaux, tout à fait ridicules. Ridicules. Vous avez même des grands intellectuels français qui disent, eh ben, écoutez, nous devons imposer Chateaubriand au petit Mohamed. Je n'aurais pas cet intellectuel que tout le monde a sûrement reconnu. Il faut imposer aux immigrants la culture française. Alors Sarkozy, lui, il va de ses gros sabots, vos ancêtres sont les Gaulois. Une aberration incroyable de dire ça. De dire à Mohamed, tu dois penser que tes ancêtres sont les Gaulois. Mais il y en a plus subtils qui sont aussi aberrants. De dire, voilà, il faut obliger les gens à aimer la culture française. Comme si on pouvait mettre en demeure l'amour d'une culture. La culture a à faire essentiellement avec le désir, avec l'amour, avec la finesse d'un appétit spirituel et artistique. On ne peut pas mettre en demeure quelqu'un d'apprécier Rimbaud, Voltaire, Verlaine et Chateaubriand. C'est ridicule. Ridicule. Parce qu'ils sont... Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut pas dire, nous les Français, la race française doit se sauver de l'invasion des Berbères. On va dire ça. On va en prison si on dit ça. Puisque l'essence même de l'identité française est culturelle. Donc on fait à coup de massue la culture, ça ne marche pas. Alors en face, il y a un autre discours. On va dire que ce discours, on va dire, c'est plutôt la droite identitaire, sécuritaire, face à un discours de gauche, humaniste, universaliste, etc., qui lui dit non, il faut accepter tout le monde, il faut laisser entrer tout le monde, on est tous pareils, blablabla. Un déni du réel. Le déni du réel. Et donc on a deux attitudes complètement folles qui ne font que révéler l'absurde, ou plutôt le mensonge, d'une identité qui voulait se former à partir d'une abstraction spirituelle et intellectuelle et qui faisait fi de l'essence. Il y a des essences. La Torah dit il y a des essences. Il y a des choses essentielles. Il y a des peuples qui représentent quelque chose. Et ce qui marche aujourd'hui, idéologiquement, pourquoi la Russie marche très bien aujourd'hui et pourquoi le djihadisme marche très bien? Parce que il faut bien comprendre que quand quelqu'un affirme une identité, affirme une conviction, il est beaucoup plus puissant que celui qui est dans le relativisme. Et nous souffrons, enfin nous souffrons pas nous, pas les Juifs, pas au Hachem, mais en tous les cas l'Occident, dont nous sommes partenaires quand même. On se sent aussi européens, on se sent aussi français. On n'est pas que Juifs. Et souffre d'un manque de capacité à affirmer. Et c'est peut-être un des points les plus cruciaux. Il faut savoir qu'une pensée qui n'affirme pas, on a eu un très grand malheur quelque part, et ça aussi c'est à cause des Juifs, il ne faut pas le dire sur Internet, mais après, à la mi-20e siècle, certains intellectuels juifs qu'on appelle les nouveaux philosophes ont fait un constat. Ils ont pris une phrase du Talmud à tort, ils l'ont mal comprise, en disant, ces grands idéaux qui affirment une vérité, qui affirment le communisme, qui affirment un espoir, ça a amené que du malheur dans le monde. Ça a amené que du malheur. Le maoïsme, 60 millions de morts. Le stalinisme, 20 millions de morts. Tous ces grands idéaux, elles ont été terribles pour l'humanité. Donc il faut arrêter avec les idéaux. Il faut arrêter avec la logique de l'affirmation. On va essayer dans une logique de la négation. Ils ont pris un texte du Talmud à tort, mal interprété, qui dit « Ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ». Il n'y a pas écrit « Fais à ton prochain ce que tu aimerais qu'on te fasse ». Ne lui fais pas ce que tu n'aimerais pas. Donc il a dit voilà, la base de l'éthique, c'est pas du positif, c'est du négatif.
chacun respectait les limites de l'autre. Ils ont oublié que ce texte était inspiré de la Torah qui écrit Va'avta l'erecha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, une affirmation. Devant une pensée qui n'affirme pas, qui dit chacun peut penser ce qu'il veut, tout est valable, toutes les vérités sont bonnes à dire, du moment qu'on ne me vole pas mon argent et qu'on n'assassine pas ma grand-mère, tout va bien. Face à une pensée comme ça de la passivité, toute pensée qui affirme une vérité est beaucoup plus forte. Il n'y a pas de résistance. Il n'y a pas de résistance. Et j'ai été très frappé. Vous savez que deux journalistes de deux journaux différents m'ont appelé en Israël à l'époque, journaux israéliens, à l'époque du Burkini. Alors le gars il m'appelle, il me dit, vous connaissez le Burkini? Je ne savais pas ce que c'était, je crois que c'était du sushi japonais, Burkini, je ne connais pas, bon alors ouais, d'accord, après j'ai vite compris ce que c'était. Et après j'ai réfléchi, je lui ai demandé, qu'est-ce que vous en pensez en tant que rabbin français? Est-ce que ça va toucher aussi les juifs? Bon, ils avaient un problème, est-ce que nous on va nous intéresser à la kippa? Bon. Alors, mais j'ai dit, mais c'est vraiment incroyable. Je suis persuadé, et j'aurais dit ça, les journalistes, ça a été plus loin, les journalistes israéliens, je suis persuadé que si c'était cette histoire de Burkini, c'était passé dans les années 70, 60, où il y avait une effervescence intellectuelle très forte en France, où il y avait une affirmation. Il y avait Jean-Paul Sartre, il y avait Foucault, il y avait Deleuze, il y avait beaucoup de choses qui se passaient.